Pierre Savet, directeur de projet à BRL-I, donc à nouveau le bureau d'études du groupe BRL. Et donc Pierre, on va explorer avec toi les principes de conception actualisée des réseaux d'irrigation collectif viticole. Comment se fait le dimensionnement et comment se fait aussi le monitoring de ces systèmes d'irrigation? Merci Pierre. Donc quelques mots pour me présenter rapidement avant d'entamer mon propos, puisque donc, moi je suis hydraulicien, hydraulicien de formation et hydraulicien de métier depuis maintenant 29 ans à BRL Ingénierie, et à ce titre je conçois des réseaux d'irrigation donc en France et à l'international. Je fais aussi beaucoup de maîtrise d'œuvre et avec l'équipe à laquelle j'appartiens, on va jusqu'à, disons, à la mise en service des réseaux d'irrigation. Donc c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui, davantage que pour restituer des travaux ou une étude en particulier. C'est vraiment pour injecter du retour d'expérience et aussi pour matérialiser le dialogue qui me semble vraiment important entre hydrauliciens et agronomes, pour pouvoir concevoir tous ces projets d'aménagement et pour pouvoir les concevoir dans un esprit responsable du point de vue notamment de la gestion de la ressource. Donc on va faire un petit flashback. Comment on dimensionnait les réseaux autrefois? Voilà, tout à fait. Donc à travers toutes ces années, j'ai été confronté finalement à l'évolution des méthodes et à l'adaptation. On a beaucoup parlé d'adaptation ce matin, mais les méthodes de conception, elles aussi, doivent s'adapter en s'imprégnant notamment de ce dont je viens de parler, c'est-à-dire la prise en compte du changement climatique, de ses effets, et de pouvoir l'anticiper dès le stade de la conception. Donc je vais le développer un petit peu après. Donc déjà ce flashback, donc, autrefois on s'inscrivait finalement beaucoup en ce qui concerne la vigne, non pas sur des projets purement viticoles, puisque finalement l'irrigation de la vigne n'est autorisée que depuis 2006, mais on était sur des projets d'irrigation multiculture, dans lequel, disons, la vigne pouvait être une des cultures. Et on arrivait finalement à des hydromodules, donc c'est le débit d'équipement par hectare, qui englobait la vigne, mais pas que. Et la vigne était une des cultures les moins exigeantes en eau, ce qui veut dire que le viticulteur disposait d'une certaine marge de manœuvre pour pouvoir utiliser son eau, dimensionner son équipement, etc. C'était un peu une variable d'ajustement, on va dire, à l'époque, la viticulture par rapport aux autres usages de l'eau. Ce n'est pas tout à fait ce que je veux dire, c'est que le dimensionnement des équipements, finalement, était fait en moyenne par rapport à un plan cultural sur lequel la vigne était simplement une partie minoritaire et que finalement le viticulteur pouvait avoir à sa disposition un débit qui était finalement supérieur au strict besoin. Donc c'est intéressant de souligner parce que ça veut dire que les pratiques aussi ont dû évoluer, ont dû s'adapter avec l'apparition des réseaux qui sont purement viticoles depuis le milieu des années 2000. Voilà. Donc j'ai regardé dans la biblio, j'ai retrouvé les documents qui datent du... Peut-être Pierre, en restant près du micro et en regardant l'écran pour vous retrouver les... Ouais, on se dévisse un peu la tête. Mais voilà, mais voilà, sinon voilà. C'est aussi simple en regardant l'écran de l'ordi. Tout à fait. Merci Pierre. Donc, comment on faisait autrefois donc, pour appréhender, disons, les besoins de la vigne? On se référait à des valeurs qui oscillaient entre 1 et 2 mètres cubes par hectare. Et on va voir que ces valeurs ont un petit peu évolué à la baisse. Donc ça, c'était autrefois. Donc, et aujourd'hui maintenant, du coup? Voilà, aujourd'hui. Donc on est... bon, déjà, on a des systèmes finalement qui ont évolué, donc des systèmes plus modernes. Donc autrefois, on avait la borne d'irrigation. Alors la borne d'irrigation, c'est ce qui est en photo ici, en haut à gauche. Donc c'est un système très simple sur lequel on vient se brancher avec son système de tuyaux souple. Et on ouvrait, on fermait en fonction des besoins. Bon, le système à la demande. Comme maintenant, on s'oriente vers des choses qui sont un petit peu plus monitorées, je vais y venir un petit peu après, et un petit peu plus contraints. Donc on a de nouveaux systèmes qui apparaissent. Donc la borne historique reste toujours bien entendu utilisée, mais on a de nouveaux systèmes qu'on appelle parfois des cabines connectées ou des systèmes qui reposent sur les bornes historiques, mais avec des équipements qui permettent notamment de communiquer en temps réel les volumes et les débits qui sont prélevés. Donc les principes de dimensionnement qu'on emploie désormais sous-tendent une pratique de l'irrigation qui repose donc sur l'irrigation raisonnée, voilà le terme que je cherchais,
Le recours au pilotage à la parcelle, donc la présentation suivante de Hernan Oreda, je pense, donnera un éclairage intéressant. Et avec des rendements aussi qui sont de bons rendements. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on dimensionne donc, les réseaux à 1 m³/hectare, donc ce qui correspond à un besoin de 2 mm/jour en pointe et une bonne efficience, donc là, aux alentours de 85%. Et un coefficient d'abattement qui prend en compte que toutes les parcelles ne sont pas forcément arrosées une année donnée, qu'on prend aux alentours de 0,7. Donc ce 0,7, là, je renvoie à ce qui a été présenté ce matin dans l'étude de Sébastien, hein, où on était sur des ratios de ce type-là, donc de 0,7 m³/hectare en tête des grands systèmes. Donc, quelles sont les évolutions maintenant qu'on observe? Donc, on a toujours cette possibilité d'utiliser les bornes classiques, mais ces bornes classiques, elles vont être partout où c'est nécessaire. Elles vont être équipées de capteurs communicants. Ces capteurs communicants permettent aux gestionnaires de réseau de pouvoir suivre en temps réel les consommations. Donc, les consommations en débit, les consommations en volume. Tout ça, c'est très utile sur les territoires en tension, pour lesquels, soit en liaison avec des consignes préfectorales, soit tout simplement à travers des décisions qui ont été prises avec la DDTM, on exerce ce contrôle des volumes prélevés et on peut surtout interagir, on a la possibilité d'interagir avec les viticulteurs, dire attention, là vous avez atteint un quota, donc ce mot maintenant est employé, hein, et il va falloir faire attention dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc c'est très important parce que du fait que ces technologies existent, ça permet aussi l'émergence des projets. On sait qu'on va pouvoir continuer à irriguer à partir de certaines masses d'eau qui peuvent être en tension parce qu'on a la possibilité d'exercer ce rétrocontrôle. Donc ça c'est important et parfois les financeurs sont OK pour pouvoir financer, l'agence de l'eau par exemple, mais en plus il y a de la substitution, parce qu'on sait qu'on pourra participer au contrôle du bon état des masses d'eau à travers cette technologie qui maintenant est disponible. Donc on comprend que les dimensionnements sont revus en fonction de pratiques d'irrigation raisonnées, en fonction de systèmes de pilotage et de monitoring. Est-ce que ça reste un potentiel ou est-ce que c'est concrètement déployé? Et est-ce que ce système d'alerting que tu évoquais, il est véritablement utilisé par des professionnels? Alors oui, tout à fait. Donc bon, il y a plusieurs façons d'exercer ce contrôle. Hein. Donc il y a une façon, je dirais, assez simple qui repose sur les compteurs communicants, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est mis en pratique, par exemple, par BRL actuellement sur le secteur de la Gardoninque, qui est un secteur en tension, sur lequel on a un volume annuel de prélèvement à ne pas dépasser et qu'on va pouvoir suivre avec ce type de matériel. On peut citer également les ASA, donc les associations syndicales autorisées, qui regroupent des agriculteurs, donc en l'occurrence là, des viticulteurs, qui se sont orientés vers une approche beaucoup plus techno. C'est les cabines connectées dont je parlais tout à l'heure, qui sont en photo sur cette diapositive, où là on a, en plus de ce que je disais, des électrovannes, donc des électrovannes qui sont manipulables à distance, tout ça étant piloté par un logiciel. Ce logiciel permet de suivre finalement un tour de rôle entre les usagers qui peuvent s'inscrire via des applications sur smartphone et ainsi participer d'une part à ne pas prélever l'eau tous en même temps, donc il y a un effet finalement, comme je disais tout à l'heure, sur le dimensionnement, mais surtout par rapport à la quantité d'eau appliquée sur le terrain, c'est-à-dire qu'on va pouvoir paramétrer le début et la fin des irrigations à travers cette interface. Les agriculteurs, enfin les viticulteurs disposent eux-mêmes sur smartphone de l'accès à l'information et ont à la fois la possibilité de s'inscrire, mais également de suivre leur consommation. Donc ça, c'est un vrai plus qui permet, donc, quels sont les avantages qui sont offerts par cette technologie. Donc finalement, on s'aperçoit qu'avec cette technologie, on peut exercer un contrôle efficace sur les prélèvements dans le milieu naturel. Il y a aussi un enjeu, ce que j'ai mis en rouge, c'est le principe d'équité. C'est-à-dire quand on demande aux gens de faire attention en disant bon, il va falloir être économe, il va falloir prélever le strict nécessaire, il va falloir faire de l'irrigation raisonnée à la parcelle, etc., etc. C'est des efforts à consentir,
Donc il est important qu'on puisse se dire, bon, ben, moi je fais les efforts, mais est-ce que mon voisin il va les faire aussi? Ben, oui, puisque en fait, ce système tel qu'on l'a décrit là, il est éminemment traçable. Donc on peut voir ce qui a été fait par les uns et par les autres. Et donc, logiquement, c'est incitatif à avoir des pratiques vertueuses. Voilà, donc principe d'équité, hein, et surtout, hein, donc, écrêtement des points de sollicitation des réseaux, et puis répondre à un enjeu global d'économie d'eau à travers ces techniques. Donc on comprend que techniquement, rien n'empêche la mise en place de contrôle, en tout cas de monitoring du dépassement éventuel de quotas. Pourquoi pas un système de tarification progressive aussi de l'eau en fonction des quantités par hectare irriguées. Et puis, on parle beaucoup de contrôle, de supervision, etc. Mais c'est aussi peut-être une marge de manœuvre offerte à certains autres viticulteurs selon ce principe d'équité qui pourraient avoir accès à de l'eau jusqu'alors, alors que jusqu'alors, il n'y avait pas accès. Il y a plein de questions dans ce que tu viens de dire. Mais si j'essaye de reprendre dans l'ordre, donc il y a effectivement cette possibilité d'exercer un contrôle a posteriori, mais je pense qu'avant de passer en mode sanction, il y a surtout la possibilité de faire de la pédagogie. Donc en tout cas, c'est le principe utilisé à BRL. On ne va pas couper l'eau sous prétexte qu'un quota a été atteint. Hein, donc ça c'est un point important. Ça donne des marges de manœuvre au pilotage technique par les viticulteurs de leur irrigation. On a les moyens techniques effectivement de le faire. Par exemple, les ASA qui sont équipés avec les réseaux connectés peuvent très bien avoir la possibilité de couper l'eau. Après, ça pose d'autres problèmes. Là, je parle que de sujets techniques. Hein. Après, bon, il y a les aspects éventuellement d'ordre juridique qui interviennent. La tarification progressive, eh bien, on est à Montpellier ici, donc c'est un sujet, je pense, qu'on connaît bien, mais pour l'eau potable, puisque c'est mis en place. Et effectivement, on pourrait aussi avoir cette approche. Ce n'est pas le cas, en tout cas à BRL, pour le moment. Mais effectivement, avec ces outils-là qui permettent vraiment de faire du monitoring, la mise en place d'une tarification progressive serait, à mon sens, techniquement faisable. En tout cas, moi, ce que je retiens aussi, c'est que voilà, on a là des marges de manœuvre nouvelles offertes en termes de pilotage de l'irrigation par BRL, mais aussi par les organisations professionnelles agricoles, les associations autorisées, spécialisées. Et puis, ça peut aussi orienter des décisions, en tout cas éclairer, mieux éclairer des décisions et des arbitrages versus des décisions un peu brutales qui pourraient être prises sans cet éclairage offert par ces technologies. Ben, disons que c'est vrai que puisqu'on peut anticiper les situations de crise du fait qu'on a de ce monitoring, c'est vrai qu'on peut faire en sorte de ne pas arriver à la sanction. Hein, puisqu'on dit, bon, ben là, on est sur une courbe de consommation qui est supérieure à la moyenne. D'abord, on peut se demander pourquoi. On est sur une année extrêmement sèche, bon, d'autres facteurs. Et alors que si on se contente de dire, bon, ben, on verra ce qui se passe à la fin de la saison, et puis là, on abattra éventuellement des sanctions, on peut s'interroger sur le fait que le modèle soit durable. C'est-à-dire que l'année suivante, ça risque de mal se passer. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage sur les potentiels offerts par ce type de technologie qui éclaire non seulement le dimensionnement mais aussi le monitoring, on l'a compris, des systèmes d'irrigation, des réseaux d'irrigation. Je rappelle que tu es directeur de projet chez BRLI et je t'invite à te rasseoir et on garde les questions pour tout à l'heure. Merci beaucoup Pierre.